Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre le journal télévisé sur Guérit TV Monde. Voici les grandes lignes de cette édition du soir. Une délégation chinoise conduite par le préfet de la province de Zhejiang en Chine a été reçue dans l'après-midi de ce mercredi 25 septembre 2024 au cabinet du maire de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Dans un instant, le contenu de leurs échanges. Impraticabilité des voies dans la ville de Parakou, le quartier Titirou 2, en est un exemple palpable. Les populations en appellent à des actions concrètes de la part des autorités compétentes. Au Ghana, des avocats dénoncent la détention prolongée des manifestants interpellés le dimanche 22 septembre dernier lors des manifestations contre la vie chère et la gestion de l'exploitation minière illégale à Accra. On en parle dans la page internationale de cette édition. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Quelques semaines après le forum Chine-Afrique qui a renforcé le partenariat entre la Chine et les pays africains dont le Bénin, une délégation chinoise conduite par le préfet de la province de Zhejiang en Chine a été reçue ce mercredi 25 septembre 2024 au cabinet du maire de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Le point de les échanges, c'est avec Faouzia Sifou. Aïe-on-temps. Les différents accords conclus lors du forum Chine-Afrique auquel le Bénin a participé se concrétisent. C'est ce qui justifie la visite de cette délégation chinoise conduite par le préfet de la province de Zhejiang au cabinet du maire de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Au cœur des échanges avec l'édile de Cotonou, ce mercredi 25 septembre 2024, trois secteurs notamment l'éducation, le commerce et l'industrie seront impactés. C'est surtout pour développer des domaines comme l'éducation, le commerce, l'industrie. C'est très bon, nous sommes satisfaits. La délégation chinoise, à son arrivée au Bénin, se réjouit de la transformation remarquable que connaît le pays, en particulier la ville de Cotonou, à travers les grands travaux réalisés dans plusieurs domaines. Nous avons remarqué que Cotonou a changé considérablement. Donc, ce qui veut dire que peut-être c'est tout le Bénin qui a eu ce changement. Et on est vraiment étonné, surpris. Et avant d'arriver aussi, nous avons appris que le Bénin, c'est devenu un pays où la paix règne totalement. Il y a la sécurité à plein temps. À l'issue de l'audience, le chef de la délégation chinoise a exprimé toute sa satisfaction, saluant le chef de l'État Patrice Talon pour le nouveau visage qu'il donne au Bénin. À l'autorité municipale Luc Setonji Atropo, il a exprimé le souhait de voir progresser les différents projets pour le bien-être des Béninois. Cette délégation est là principalement, c'est pour une sorte de partenariat, voir des perspectives dans le futur. Comment les deux parties, c'est-à-dire Cotonou et la province de Zhejiang, ou principalement la ville de Nimbo, comment les deux parties pourront tirer profit. Nous voulons voir des opportunités que nous pourrons entreprendre. Il convient de noter que les échanges ont eu lieu dans un cadre convivial et que dans les jours à venir, un jumelage entre Cotonou et Zhejiang est vivement souhaité. Cela fait plusieurs mois que le décret de la nomination des ministres conseillers à la présidence de la République a été pris et confirmé par la Cour constitutionnelle, mais reste non acté par le président Patrice Talon. Un état de fait qui suscite de nombreuses interrogations au sein de l'opinion politique. Le commentaire de la rédaction paru ce jour dans votre quotidien Maison La Guérite aborde la question. Depuis plusieurs mois, la scène politique béninoise est marquée par un suspense inattendu. Malgré l'adoption d'un décret autorisant la nomination de ministres conseillers à la présidence de la République, la mise en œuvre de cette décision tarde encore. Cet immobilisme, en apparence anodin, cache en réalité des manœuvres stratégiques complexes où se mêlent prudence politique, fidélité et calculs électoraux. La récente décision de la
la Cour constitutionnelle qui valide la légalité de ce décret semble n'avoir apporté aucune accélération concrète, laissant planer des interrogations sur les motivations profondes du président Patrice Talon. Une attente longue et frustrante. Les soutiens du chef de l'État attendaient avec impatience la mise en application du décret, espérant voir récompenser leur loyauté. Pour ses alliés, la nomination de ministres conseillers est perçue comme une reconnaissance politique de leur fidélité au régime. Toutefois, cette attente devient pesante. Malgré le feu vert juridique donné par la Cour constitutionnelle en mai 2023, Patrice Talon n'a toujours pas procédé aux nominations attendues, suscitant des frustrations et des spéculations sur ses intentions réelles. La prudence de Talon face au scandale interne. L'un des éléments clés qui semble freiner la mise en œuvre de ces nominations est la festive à Moussou, une controverse qui a secoué la majorité présidentielle. Des rumeurs persistantes accusent certains membres de la mouvance présidentielle d'avoir divulgué des informations sensibles au célèbre chroniqueur Frère Onvi, ce qui remet en question leur fidélité au président Patrice Talon. Patrice Talon, connu pour sa gestion méticuleuse et son approche pragmatique du pouvoir, semble vouloir évaluer minutieusement la loyauté de ses alliés avant de procéder à des nominations sensibles. En effet, cette affaire a exacerbé les suspicions au sein de la majorité et l'attitude de Talon laisse à penser qu'il préfère attendre les résultats des procédures judiciaires liées à cette affaire, notamment le procès fixé au 7 octobre 2024 avant de faire des choix définitifs. Le chef de l'État semble vouloir s'assurer de la fiabilité de son entourage avant de confier des responsabilités importantes à ses proches collaborateurs. Un contexte électoral sous-jacent. En toile de fond de cette prudence se profilent les élections générales de 2026. Patrice Talon, qui a toujours fait preuve d'une grande habileté dans la gestion de ses alliances politiques, semble être en train de préparer le terrain pour les prochaines échéances électorales. En retardant les nominations, il laisse planer une incertitude qui permet de maintenir ses soutiens dans une posture d'attente, voire de dépendance, tout en s'assurant qu'aucune trahison ne viendra affaiblir son camp dans la dernière ligne droite vers les élections. La non-application du décret portant nomination des ministres conseillers à la présidence est loin d'être un simple retard administratif. Elle est le reflet d'une stratégie politique plus large où Patrice Talon cherche à consolider ses soutiens tout en évitant de précipiter des décisions qui pourraient affaiblir son pouvoir. Face aux attentes croissantes de ses alliés, le président béninois semble jouer la carte de la prudence, notamment dans un contexte marqué par des scandales internes et l'approche des élections de 2026. Reste à savoir si après l'épisode judiciaire de la festive à Moussou, Talon prendra enfin les décisions tant attendues. D'un commentaire à un autre, l'affaire de la bastonnade d'un jeune du nom d'Hakim Gbadamassi continue d'alimenter la toile. La dernière réaction est l'interpellation du gouvernement par le député du parti d'opposition Les Démocrates, Raoufou Sariki. La victime de cette affaire a déjà fait une sortie médiatique pour clarifier les faits. La rédaction s'est intéressée à ce sujet. Suivez ce récit de Anselme Orisha. Polémique autour de l'affaire bastonnade d'Hakim Gbadamassi quand Raoufou Sariki politise une affaire familiale. Et si le député LD se concentrait sur sa mission parlementaire, aucun député de la 8e circonscription électorale ne peut rivaliser avec le buffle de Parakou sur le plan social. Hakim Gbadamassi, le jeune homme apparu dans une vidéo virale sur les réseaux sociaux où il était fouetté par un agent des forces de sécurité, a récemment clarifié les faits lors d'une déclaration publique. Il a insisté sur le caractère privé de cette affaire, précisant qu'il s'agissait d'un différend familial. Malgré cela, les opposants politiques de l'ancien député Rachidi Gbadamassi continuent d'associer cet incident à sa personne dans le but de ternir son image. La polémique a été relancée récemment par une interpellation du gouvernement béninois à l'Assemblée nationale par l'honorable Raoufou Sariki, membre du parti d'opposition Les Démocrates. Celui-ci a demandé des explications à l'exécutif, suggérant une possible implication de Rachidi Gbadamassi dans l'affaire. Pourtant, Hakim Gbadamassi a précisé que la situation
situation aurait été bien pire sans l'intervention de l'ancien député qui l'a remercié pour son soutien. Malgré ces précisions, certains détracteurs estiment que Rachid Gbadamassi aurait dû intervenir plus directement pour protéger le jeune homme. Cette controverse, centrée sur une affaire familiale, semble être utilisée comme prétexte pour attaquer la popularité croissante de l'ancien député dans la 8e circonscription électorale. Comme le dit l'adage, c'est à l'arbre qui porte des fruits qu'on jette des pierres. Rachid Gbadamassi, dont les actions sociales en faveur des plus démunis sont largement reconnues, est aujourd'hui la cible d'une campagne de dénigrement. Ses nombreuses contributions, telles que les dons de table et bancs, la construction d'écoles et son soutien aux femmes du marché et aux conducteurs de taxi-moto, témoignent de son engagement envers sa communauté. Et à la date d'aujourd'hui, aucun député de la 8e circonscription électorale ne peut rivaliser avec lui sur le plan social. Il serait donc préférable que l'honorable Raouf Sariki se concentre sur sa mission parlementaire plutôt que de s'immiscer dans une affaire privée qui ne le concerne pas directement. Les électeurs attendent beaucoup de lui. Il ferait mieux de suivre l'exemple de son prédécesseur, Rachid Gbadamassi, s'il souhaite réussir sa mission parlementaire et se faire une place dans le cœur des populations à la base. Plusieurs voies secondaires de la ville de Parakou sont dans un état de dégradation très avancé, une situation qui n'épargne aucun quartier de la 3e ville à statut particulier. À Titi Route 2, les populations expriment leur ras-le-bol et lancent un message aux autorités. Anselmo Richa, David Yémé. L'une des plus grandes difficultés rencontrées par les habitants de la ville de Parakou en cette saison pluvieuse est l'état déplorable des routes. Les nombreuses pluies enregistrées dans la ville ont entraîné une dégradation avancée des voies, plongeant les usagers dans l'inconfort. Le quartier Titi Route 2, dans le 1er arrondissement, ainsi que plusieurs autres quartiers, sont confrontés à cette situation. Les habitants expriment leur calvaire. La route, c'est vrai, il y a des accidents. Il y a des accidents parce qu'il y a toujours la boue, quand il y a plus la boue. Il y a aussi les parties de la voie aussi qui ne sont pas praticables. Il y a des accidents et il y a mort d'homme. Quand il y a des accidents, surtout sur cette voie-là, il y a toujours mort d'homme. C'est notre voie-là qui sert du sable en ville. C'est ici les gens de Ben viennent nous déranger à tout moment. Et il y a la dégradation aussi de la voie. La voie n'est pas praticable. Si la pluie tombe, voilà. On va rester ici. Si la pluie tombe, ici c'est goussou. L'eau, trou, partout. Et les voitures n'arrivent pas à passer. Les pieds aussi, on va faire comme ça. Comme on est dans Marigot. Donc la voie n'est pas boire 18 heures déjà, on est déjà dans la cour. Face à ces nombreuses difficultés, ils en appellent aux autorités compétentes pour leur venir en aide. Nous avons un message particulier aux autorités. Nous pensons que les autorités pensent aussi à notre quartier parce que c'est un quartier qui a une très grande superficie. Nous sommes tellement si nombreux et puis vraiment nous demandons aux autorités de mieux penser pour ce quartier-là pour que nous-mêmes nous sentons que nous sommes dans la ville. Si le gouvernement peut avoir aussi pitié de la population de Gouné et de Titi Route 2 parce que nous sommes déjà collés. Si le gouvernement pouvait nous aider au moins à avoir, ou bien même si c'est pour réhabiliter la voie, même si ce n'est pas goudronné, si c'est pas, ils n'ont pas mis des pavés aussi, c'est déjà bon. Ça pourra au moins résoudre les risques d'accident et tout ça là. C'est dans le quartier, on vient ramasser du sable, les bennes là. Donc de nous donner la main pour réparer la voie pour nous. C'est ça que je demande, ils vont nous aider beaucoup. La dégradation des voies à Parakou devient un sujet préoccupant et les autorités doivent prendre la mesure de la situation afin de garantir aux populations des conditions optimales pour une libre circulation. En interactualité, alors que la loi ghanéenne exige que les personnes arrêtées soient libérées ou traduites en justice sous 48 heures, une quarantaine de personnes interpellées dimanche 22 septembre dernier lors des manifestations contre la vie chère et la gestion de l'exploitation minière illégale sont toujours incarcérées. Les manifestants arrêtés lors des manifestations du 22 septembre à Accra sont accusés de conspiration pour commettre un crime, rassemblement illégal et trouble à l'ordre public. Cependant, pour Timothy Selike Modonkor, l'un de leurs avocats, cette détention illégale s'inscrit dans une répression systématique orchestrée par l'État. Au moment où je vous parle, certains manifestants n'ont pas mangé depuis 48 heures. Ils ont été détenus et n'ont reçu ni d'eau ni de nourriture, dénonce-t-il au micro de Christina Okelo du service Afrique de RFI.
Il incombe maintenant aux avocats et à leurs proches de leur amener de la nourriture, parfois sur des kilomètres, parce que la police, dans le cadre de sa stratégie de nuisance, épapille les manifestants dans toute la région d'Accra afin de rendre le travail des avocats difficile. L'avocat estime que cette tactique vise à entraver les efforts des défenseurs des manifestants et à prolonger leur détention sans justification illégale. Les autorités essaient d'utiliser tous ces moyens pour retarder la justice. Il s'agit d'une stratégie orchestrée par l'État pour non seulement violer les droits, mais aussi punir les personnes qui décident d'exprimer leur désaccord avec le gouvernement. Cette répression des manifestations n'est pas nouvelle au Ghana. L'année dernière, 43 manifestants ont été arrêtés et détenus pendant 10 heures avant d'être relâchés, rappelle Maître Donkor. Ils n'ont été poursuivis pour aucun délit. Puis, en décembre 2023, la police a réussi à déposer 5 injonctions visant à saper ou à arrêter les manifestations. Nous assistons donc à une tendance malveillante et préméditée visant à supprimer la liberté de manifester. Les avocats des manifestants ont annoncé leur intention de porter l'affaire devant la Commission africaine des droits de l'homme pour dénoncer les violations des droits humains perpétrées contre leurs clients. Dans la note sportive de ce soir, Latifat Kounou nous livre tout sur le programme de la rencontre footballistique entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Un rendez-vous qui s'inscrit dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Suivi. Dans 2 semaines, les Léopards affronteront la Tanzanie dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. À cet effet, le programme officiel des 2 rencontres a été dévoilé. La manche aller aura lieu le jeudi 10 octobre prochain à partir de 17h00 au stade des Martyrs. Le match retour se jouera le 15 octobre à 15h00 au Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam. Après les 2 premières journées disputées, la RDC se hisse au premier rang du groupe H avec 6 points et la Tanzanie occupe la seconde place avec 2 points. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée chez vous.